Lors d'une énorme fête de Halloween réunissant plus de 1000 personnes, une jeune femme en pleurs vient de découvrir que ses amis ont quitté la soirée sans elle. Le lendemain, personne n'a de ses nouvelles. Je vais vous raconter son histoire. Cette vidéo est sponsorisée par eBay Club et attention, je sais que vous avez l'habitude qu'on vous vende des produits, mais cette fois-ci c'est différent puisque c'est 100% gratuit et en plus, vous gagnez de l'argent. eBay Club, c'est un système de cashback, c'est-à-dire que vous avez un certain pourcentage de vos achats qui vous est remboursé et eBay Club propose maintenant également les bons d'achat, donc c'est encore mieux puisque vous bénéficiez de la réduction en amont et vous pouvez en plus le cumuler avec le cashback pour encore plus d'économies. eBay Club travaille avec plein de grosses marques pour vous donner quelques exemples, Carrefour, la Fnac ou encore Ikea. Perso, il y a plein d'enseignes dans lesquelles je fais mon shopping régulièrement. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous présenter eBay Club aujourd'hui parce que je trouve que leur système est génial, surtout en ces temps d'inflation où on est toujours là à regarder les prix et en plus eBay Club c'est non seulement valable toute l'année mais en plus c'est cumulable avec toutes les promotions en cours dans les magasins. Donc c'est-à-dire que quand vous irez profiter des soldes d'hiver ou du Black Friday ou encore faire vos petits cadeaux de Noël, et bien grâce à eBay Club, vous ferez encore plus d'économies. Je vous encourage vraiment à vous inscrire en utilisant mon lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé, puisque si vous passez par ce lien, vous aurez directement 6 € qui seront versés sur votre cagnotte et vous pouvez récupérer vos gains à partir de 10 €. Alors allez-y, cliquez sur mon lien et vous verrez que votre expérience de shopping sera améliorée. Chelsea Bruck est née en 1992, elle est née et elle a grandi dans la ville de Maybe dans le Michigan. C'est un petit village de seulement 500 habitants, donc vraiment tout le monde se connaît. Et ce village est situé dans le comté de Monroe, donc c'est un comté qui lui aussi est assez peu peuplé puisqu'il n'y a que 100 000 habitants dans tout le comté. Et il est situé entre deux grandes villes, la ville de Détroit au nord et la ville de Toledo au sud. On est en 2014, Chelsea a 22 ans, la famille Bruck vit dans une ferme, le papa est agriculteur, la maman est banquière et Chelsea c'est la dernière d'une fratrie de 5 enfants, donc malgré ses 22 ans, c'est le petit bébé de la famille, c'est la chouchoute et c'est aussi la seule à habiter encore chez ses parents. En effet, après le lycée, elle a décidé de rester vivre dans la ferme familiale, histoire de gagner un peu d'argent pour pouvoir se payer des études à l'université. Donc pour cela, elle travaille dans un restaurant qui s'appelle Olga's Kitchen. C'est une chaîne de restaurants américains qui servent de la nourriture gréco-américaine. Chelsea est très proche de sa famille. C'est une famille catholique très soudée. Tous les membres de la famille se parlent vraiment tous les jours. Ils se donnent des nouvelles tout le temps. Ils essaient de se voir également quasiment tous les jours. Et Chelsea est décrite comme une fille très gentille et tout le temps souriante. Elle a des loisirs somme toute assez classiques, c'est une fille qui adore regarder des films et des séries, elle a un attrait tout particulier pour les comédies musicales. Côté musique, c'est une grande fan du groupe Queen et sinon elle aime aussi lire, jouer aux jeux vidéo ou encore faire de la pâtisserie. Donc en gros tout va bien dans sa vie, Chelsea a une super famille, une super vie, elle a des amis et cette histoire se déroule, vous l'aurez compris, au mois d'octobre. Et en fait ce qui se passe à Monroe County, c'est que tous les ans, aux alentours de Halloween, on a un gars qui s'appelle Mike Williams, qui a 31 ans, mais qui est surnommé par tout le monde Big Mike, donc on va l'appeler dans cette histoire Big Mike, qui organise une grosse soirée de Halloween. Tout le monde s'y rend, c'est une soirée super cool, elle réunit des centaines et des centaines de personnes et Chelsea, ça fait 2 ans qu'elle y va, donc cette année-là, elle choisit d'y aller encore une 3e fois et elle a pris beaucoup de soin à préparer son costume, elle l'a fait à la main. Elle a choisi de se déguiser en Poison Ivy, c'est un personnage de comics donc, qui porte une combinaison avec des feuilles dessus, donc c'est ce qu'elle a voulu reproduire et en fait ça fait des mois, ça fait depuis l'été d'avant qu'elle coud à la main les feuilles une à une sur son costume et elle espère bien impressionner tout le monde. Elle a également choisi de porter une perruque rouge pour le bien du costume et de boire dans une bouteille de vin sur laquelle elle a écrit poison, donc vraiment elle a soigné tous les détails de son costume. La soirée a lieu le samedi 25 octobre dans la ferme de la maman de Big Mike. En fait, ils vivent sur un immense terrain, ils ont un grand champ de maïs. Donc à l'occasion de la fête de Halloween, Big Mike fait vraiment les choses en grand, il prépare tout, il monte des grandes tentes, il prépare un parking aussi qui puisse accueillir des centaines de voitures, donc vraiment un grand parking. Il prévoit également des concerts, des food trucks. Cette année-là, en plus en 2014, c'est les 10 ans
de sa soirée de Halloween. Donc il a vraiment décidé de faire les choses en grand et il y aura 8 concerts de métal. Lui-même, il a un groupe de métal, donc il va lui aussi jouer lors de sa propre soirée. Et il y a également des spectacles, par exemple, il y a des danseurs de feu. Enfin, vraiment, c'est une énorme soirée. On comprend pourquoi tout le monde voulait s'y rendre. Ça avait l'air vraiment cool. Chelsea se rend à la soirée avec une collègue de travail qui travaille donc dans le même restaurant qu'elle. Cette collègue s'appelle Becky et elle s'y rend également avec une autre fille qui a 10 ans de plus qu'elle, qui s'appelle Penny, qui est maman de 4 enfants et qui adore traîner avec Chelsea parce que ça lui rappelle ses jeunes années. Elle s'amuse vraiment bien. Donc, toutes les filles s'y rendent. Il faut savoir que Chelsea n'a pas le permis, donc c'est pour ça aussi qu'elle y va avec Penny qui les conduit là-bas. Et tout se passe bien dans la soirée, voilà, elles s'éclatent, elles boivent, elles dansent, elles s'amusent. C'est vraiment une super soirée, mais par contre c'est aussi un gros bordel, puisque d'habitude il y a 500, allez 600 personnes maximum, donc cette année Big Mike attendait à peu près le même nombre de personnes et il a été choqué de constater qu'il y a 1000 personnes qui sont venues. Donc la soirée n'était pas forcément prévue pour un aussi grand nombre de personnes, donc forcément c'est assez compliqué de rester groupé et de bien profiter de la soirée dans ces conditions-là, puisque voilà, ça part vite en live. Il y a carrément plus de place sur le parking que Big Mike avait prévu, donc les gens sont carrément partis se garer dans les rues aux alentours. Enfin vraiment, c'était pas prévu comme ça. Bon, Chelsea, elle est saoule, hein, comme quasiment tout le monde à cette soirée. Il y a de l'alcool qui circule, il y a de la drogue. Et Chelsea est tellement saoule qu'à un moment donné, elle se prend en pleine face le gros poteau en métal d'une tente. Et en fait, le choc est tellement violent qu'elle est sonnée, elle a une marque sur le nez, elle se sent vraiment pas bien et elle a carrément envie de rentrer. Donc elle dit à Penny et Becky, s'il vous plaît, on peut pas partir, j'en ai marre, la soirée est déjà bien avancée. Donc voilà, elle en a un petit peu marre. Mais Penny n'a pas envie, elle a envie de continuer à faire la fête, donc elle la rassure, elle lui dit t'inquiète pas, t'as juste à boire un coup et puis ça va passer, ça va aller, bon c'est normal, tu t'es pris un coup, ça fait mal mais ça va passer, t'inquiète pas. Chelsea écoute Penny et puis finalement elle arrive après quelques minutes à se remettre dans l'ambiance et à retourner s'amuser avec ses amis. Une fois que les concerts sont terminés, la tradition c'est que Big Mike allume un énorme feu de camp et tout le monde vient se réunir autour, donc c'est ce qui se passe et forcément il y a un gros mouvement de foule et dans ce mouvement de foule, Chelsea perd ses amis. Bon, c'est pas grave, elle continue à s'amuser, mais ce qui se passe, c'est que vers 1h du matin, il y a la sœur de Penny qui était aussi venue dans la même voiture, qui dit à Penny qu'il est temps qu'elle rentre. Elle se lève à 6h du matin pour le travail, elle travaille le dimanche, la pauvre, et du coup, voilà, elle a pas envie de rester une minute de plus, elle a envie de pouvoir quand même dormir un petit peu avant de se rendre au travail. Donc Penny dit « Ok, pas de souci, on va y aller ». Donc elle prévient Becky, on part, et là, Becky, elle est bien embêtée, parce que Chelsea n'avait pas de poche, donc elle lui avait confié son téléphone portable. Ça fait que là, Becky, elle se dit, il faut absolument que je la retrouve puisque j'ai son téléphone. Mais Penny lui dit, écoute, t'inquiète pas, elle est sûrement avec d'autres personnes. Enfin, je vous rappelle que c'est la campagne. C'est sûr que Chelsea, elle connaît des gens dans la foule. D'ailleurs, s'ils l'ont perdue de vue, c'est probablement parce qu'elle est en train de faire la fête avec d'autres personnes. Donc, elle va bien trouver quelqu'un pour la ramener chez elle. Nous, en tout cas, il faut qu'on rentre puisque ma sœur travaille demain. Donc, Becky, elle dit, ok, bon... Très bien, pas de souci, allez, on y va. Donc elle monte dans la voiture et elles partent. Donc Chelsea se retrouve seule à la soirée, la voiture qui l'a amenée là est partie, donc elle a plus de solution pour rentrer chez elle et elle a pas non plus de téléphone. Donc c'est vraiment une situation compliquée pour la pauvre Chelsea. Bon, elle réalise pas immédiatement ce qui vient de se passer, hein. Elle est encore en train de faire la fête, comme je vous ai dit, elle est quand même pas mal saoule, elle tient plus très bien debout, enfin vous voyez, elle est vraiment dans un sale état, donc elle se rend pas compte immédiatement qu'elle est seule, mais vers 2h30 du matin, elle en a marre, elle veut rentrer chez elle, et elle se dit qu'elle va aller attendre ses amis sur le parking. Mais au moment où elle arrive au parking, elle voit que la voiture de Penny a disparu. Et elle comprend ce qui vient de se passer. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à des personnes qui se trouvent également sur le parking si elle peut pas emprunter leur téléphone. Et elle va au total passer 6 appels. Donc on ne sait pas exactement qui elle a appelé. On sait qu'elle a appelé personne de sa famille, mais elle a passé en tout cas un appel à Penny. Et Penny a décroché.
et elle lui a dit qu'elle ne viendrait pas la chercher parce qu'elle était trop saoule pour conduire et qu'elle trouvait pas ça prudent. Donc Chelsea se retrouve encore une fois dans une situation délicate puisque évidemment il est 2h30 du matin, la plupart des gens qu'elle a appelés n'ont juste pas répondu au téléphone et elle se dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de trouver quelqu'un pour la ramener. Donc elle est en train de pleurer sur le parking, elle est en train de dire aux gens qu'elle est dégoûtée, que ses amis l'ont abandonnée, qu'elle sait pas comment elle va faire pour rentrer chez elle. Et les gens, la plupart, voilà, ils ont leur voiture complète, ils rentrent avec leurs amis et ils font pas trop attention à elle. Elle est vue pour la dernière fois à 3h30 du matin en train de longer la route à la recherche d'un chauffeur. Elle est visiblement bourrée, en détresse et elle ne porte qu'un body en plein mois d'octobre. Le dimanche 26 au matin, personne ne s'inquiète vraiment de ne pas avoir de nouvelles de Chelsea puisque bien évidemment, lendemain de soirée, la plupart des gens font une grasse matinée. C'est pas non plus même rare de se lever à 14, 15h, 16h, même 17h, enfin bref. Donc voilà, la famille de Chelsea ne s'inquiète pas, surtout qu'elle avait prévu de dormir chez des amis. Donc ils se posent même pas la question d'où elle se trouve. Mais dans l'après-midi, en voyant qu'ils ont toujours pas de nouvelles, là ils commencent à être un peu inquiets. Surtout que Becky les a appelés. Elle a prévenu la maman de Chelsea qu'elle était en possession de son téléphone. Elle lui dit qu'elle peut venir le chercher quand elle le souhaite, mais du coup, ils savent que Chelsea n'est pas rentrée avec les amis avec lesquels elle était censée rentrer. Donc là, ils commencent quand même un peu à s'inquiéter, puis le temps passe, et en fin d'après-midi, en voyant qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles, là, ils commencent à contacter absolument tous les amis de Chelsea sur Facebook pour savoir chez qui elle est et si quelqu'un a des informations sur l'endroit où elle se trouve. Comme je vous l'ai dit, Chelsea, c'est une fille qui est super proche de sa famille, donc même si elle n'est pas en possession de son téléphone, elle aurait forcément trouvé le moyen d'emprunter celui de quelqu'un pour prévenir sa famille qu'elle va rentrer tard ou qu'elle dort chez un tel, enfin bref, elle aurait donné des nouvelles, donc là ça ne lui ressemble pas du tout et c'est pour ça qu'ils se sont très vite inquiétés. En parallèle, quand Big Mike se réveille, il voit tout de suite qu'il a des dizaines de messages de différentes personnes qui lui demandent s'il sait où se trouve Chelsea. Donc il ne sait pas qui est Chelsea, mais bon évidemment vu que la soirée a eu lieu chez lui et que peut-être qu'elle est restée sur son terrain, il décide d'aller faire un tour, donc il prend son chien, il part faire ce qu'il appelle une randonnée puisque bon son terrain est vraiment immense pour essayer de retrouver Chelsea. On sait jamais, elle a pu faire un coma éthylique, elle est peut-être juste endormie quelque part. Après une soirée, tout est possible, donc il fait un peu le tour du terrain comme ça, puis soudain, son chien se prend la patte dans un piège à renard. Donc bien évidemment, il est grièvement blessé, donc Big Mike attrape son chien dans ses bras, il se précipite vers chez lui, puisqu'il va falloir qu'il l'emmène chez le vétérinaire, mais alors qu'il arrive devant chez lui, il tombe nez à nez avec la maman de Chelsea. Elle est hyper froide, elle est suspicieuse, elle a pas l'air de trop l'apprécier. Et puis bon, Big Mike, il comprend parce que forcément, elle sait pas où est sa fille. Lui, il est là avec le t-shirt ensanglanté. Puis en plus, il va lui dire rapidement bon, je dois y aller, mon chien est blessé, je pars tout de suite chez le vétérinaire. Maintenant, si vous voulez fouiller le terrain, essayer de chercher Chelsea, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en mon absence, aucun problème. Donc, il part chez le vétérinaire et quand il revient, il y a une vingtaine de voitures garées sur le parking avec plein de gens en train de chercher Chelsea. Donc là, il comprend immédiatement que c'est plus grave qu'il ne le pensait et il se joint aux recherches. Finalement, la nuit tombe, toujours pas de nouvelles de Chelsea et le lendemain, donc le lundi 27 octobre, la police est prévenue. Alors la police, la première chose qu'ils font eux aussi, c'est de se rendre bien évidemment sur le lieu de la fête, donc chez Big Mike, et quand ils arrivent, ils sont complètement démoralisés. Ils comprennent immédiatement que l'enquête va être très compliquée, puisque vous imaginez un champ où il y a 1000 personnes qui viennent de faire la fête et il faut qu'ils trouvent des indices là-dedans. Donc il y a des détritus partout, il y a des gobelets vides, il y a des morceaux de costumes de Halloween, il y a eu un feu de camp, donc il y a plein de trucs brûlés aussi. Enfin, c'est vraiment un énorme bordel. En plus de ça, c'est une fête, on va dire, un peu sauvage, même si elle est bien organisée. Big Mike, il n'a pas l'identité de toutes les personnes qui ont participé à la soirée. Donc ça, la police, il va falloir qu'ils retrouvent ces identités-là. C'est pas simple. Et en plus, même s'ils arrivent à parler avec des témoins, ce sont des gens qui étaient tous sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, qui donc n'ont probablement pas de très bons souvenirs de cette soirée. Et puis même s'ils ont de bons souvenirs, tout le monde est masqué, tout le monde est maquillé. Donc c'est assez compliqué, comme l'ont dit les policiers.
C'est même difficile de reconnaître son meilleur ami juste à côté de soi parce qu'il peut porter un masque ou du maquillage. Donc aller reconnaître Chelsea, aller se souvenir de une fille qui a fait tel truc et de un gars qui a fait tel truc, enfin, c'est impossible. Ils se disent ça va être une catastrophe cette enquête. Mais bon, ils se lancent quand même dans de grandes recherches et au début tout le monde est plutôt optimiste. Ça fait pas longtemps que Chelsea a disparu. Il y a pas mal de gens qui disparaissent entre guillemets après une soirée parce qu'ils sont allés dormir chez quelqu'un ou qui se sont endormis dans un coin. Puis qui sait, voilà, c'est dans la nature, c'est dans la campagne. Peut-être qu'elle s'est perdue dans la forêt qui est pas loin de là. Peut-être qu'elle s'est blessée. Donc bon, ils sont plutôt optimistes. Ils se disent qu'il n'y a pas de souci, ils vont la retrouver encore vivante. Cependant, les jours passent et là, les policiers sont de plus en plus inquiets. Surtout qu'il y a 2 rumeurs qui grondent au sein de la communauté. Et la première, c'est celle d'un trafic sexuel. Je vous ai dit que le comté de Monroe se situait entre 2 grandes villes, Détroit et Toledo, et ça en fait du coup une zone assez stratégique pour le trafic sexuel, et il y a eu plusieurs cas comme ça de jeunes filles qui ont été kidnappées pour être prostituées dans les villes de Détroit ou de Toledo. Donc c'est vrai que c'est une théorie qui est plutôt intéressante mais aussi très inquiétante. Est-ce que Chelsea aurait été repérée et kidnappée pour devenir une prostituée? Voilà, c'est une piste intéressante à suivre. La deuxième piste, la deuxième rumeur, c'est celle du satanisme. Bon, forcément, vous vous doutez bien, il s'agit d'une soirée avec des concerts de métal, avec plein de jeunes réunis qui font un grand feu de camp. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que certaines personnes s'imaginent tout de suite le pire. Ils ont sacrifié Chelsea. Bon, ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais la police est quand même un peu obligée de suivre cette piste et d'essayer de voir si ce n'est pas ce qui est arrivé. Leur premier suspect, en toute logique, c'est Big Mike, parce que si effectivement il y a eu des rituels sataniques lors de cette soirée, eh bien c'est la soirée de Big Mike, donc ça veut dire que c'est lui qui a tout organisé et que c'est lui qui en est à l'origine. Donc forcément les policiers vont d'abord discuter avec lui tranquillement, ils lui demandent s'ils peuvent fouiller sa maison, et là Big Mike refuse. Alors, il a donné plein d'interviews et il a jamais expliqué pourquoi il a refusé, je ne sais pas. Après bon, c'est sûr que personne n'a vraiment envie d'avoir des policiers chez soi en train de tout retourner, mais dans la logique des policiers, si tu refuses, c'est que tu as quelque chose à cacher et donc que tu es suspect. Donc c'était pas forcément une décision très intelligente de sa part, parce que forcément, il est devenu limite le suspect numéro 1. La police a carrément envoyé une équipe du SWAT chez lui. Le SWAT l'a plaqué au sol, ils l'ont menacé de tuer son chien, ils sont rentrés dans la maison, du coup ils ont obtenu un mandat de perquisition forcément, donc ils ont quand même fouillé la maison et ils ont tout mis sans dessus dessous. Il dit qu'il se sentait super mal dans sa propre maison après leur passage et bon, ils ont rien trouvé de spécial, mais malgré tout Big Mike ça a été un gros suspect dans cette enquête. Même la famille de Chelsea et notamment sa maman était persuadé qu'il avait quelque chose à voir avec sa disparition. La maman de Chelsea est carrément venue le voir pour lui crier dessus et lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Je suis sûre que tu l'as attachée dans ton sous-sol. Où est-ce qu'elle est? Rends-moi ma fille. » Enfin bref, elle était vraiment énervée contre lui et pendant des semaines et des semaines, Big Mike a vécu un enfer. Il y avait sans arrêt des gens sur son terrain en train de chercher Chelsea, il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus de chez lui, il y avait carrément des gens qui faisaient voler des drones devant ses fenêtres pour essayer de voir à l'intérieur de sa maison. Mais Big Mike n'a pas été le seul à être soupçonné dans cette affaire. Donc je vais maintenant vous parler des personnes, on va dire, qui ont été le plus soupçonnées par la police parce qu'ils ont fait un travail énorme. Il y a eu des centaines de suspects, de centaines de personnes à être interrogées, etc. Donc je me concentre uniquement sur les personnes principales parce que sinon, voilà, on va pas s'en sortir. Mais il faut savoir que même les ex de Chelsea et les garçons qui juste l'intéressaient, les garçons sur qui elle avait un petit crush, ont été harcelés par la police. Ils ont carrément été fouiller leur maison, perquisitionner leur téléphone. Enfin vraiment, ils ont fait les choses en grand. Le témoignage qui a le plus retenu l'attention des enquêteurs, c'est celui d'un homme dont on n'a pas l'identité, mais qui dit avoir parlé avec Chelsea lors de la soirée après qu'elle ait perdu ses amis. Il a discuté un peu avec elle, il lui a fait quelques blagues, et ensuite il a vu Chelsea en compagnie d'un autre homme. Il dit que cet homme, c'était quelqu'un d'assez grand et mince, qu'il portait des lunettes et un sweatshirt noir, et que Chelsea avait l'air de le connaître. Elle avait l'air en tout cas à l'aise avec lui, il était en train de la rassurer, il est resté un bon moment avec elle, et ensuite il a vu Chelsea s'éloigner avec cet homme, et il l'a perdu de vue. Donc
il y a 2 choses qui font que ce témoignage est très intéressant. Déjà, il dit avoir vu Chelsea à 3h30 du matin, donc ça en fait une des personnes, voire la personne à l'avoir vue pour la dernière fois. Et en plus de ça, il est capable de donner une si bonne description de l'homme qu'il est possible de réaliser un portrait robot à partir de son témoignage. Le portrait robot est diffusé absolument partout dans les médias et en plus de ça, la famille de Chelsea réalise des affiches qui mettent dans tous les commerces de Monroe County et qui distribuent également à toutes les personnes qui croisent et au total, ce seront 1 million d'affiches qui seront distribuées. C'est absolument énorme. Alors évidemment, c'est une avancée intéressante dans cette affaire, mais le problème, c'est que l'homme sur le portrait robot, vous le voyez à l'écran, c'est un homme plutôt lambda, c'est le genre d'homme qu'on croise à tous les coins de rue. Il y a énormément de personnes qui ressemblent à ça. Il n'y aura pas de signe vraiment distinctif. Donc la police reçoit des centaines et des centaines d'appels de personnes qui disent « Oh, il s'agit de mon collègue, il s'agit de mon copain, il s'agit de mon cousin ». Enfin, ça va vraiment hyper loin. Il y a une grosse psychose du coup dans la communauté puisqu'il y a des personnes qui sont accusées alors qu'elles ont strictement rien fait juste parce qu'elles ressemblent vaguement au portrait robot. Finalement, quelques temps après cette fête d'Halloween, il y a un second témoin qui va se manifester et qui dit lui aussi avoir parlé à Chelsea pendant la soirée. Alors cet homme, il a 19 ans, il s'appelle Arlen Bird et il affirme qu'il a vu Chelsea se faire harceler par 2 hommes. Mais vraiment harceler violemment. Il la frappait, il la poussait, il la bousculait. Ils avaient l'air vraiment de vouloir lui faire la misère et lui, il s'est interposé, il s'est battu avec ces hommes pour les faire fuir, pour les faire dégager, puis il a pris Chelsea sous son aile, il l'a pris dans ses bras pour la rassurer, et ensuite il l'a mise dans une voiture, il y avait une voiture là qui était ouverte, donc il l'a mise dans une voiture de couleur rouge, et il lui a dit « Écoute, ne bouge pas, je vais vite voir si je peux retrouver des amis à toi, ou en tout cas des gens qui te connaissent, en attendant, ne bouge pas. » Et finalement, il a réussi à trouver personne, il est revenu à cette voiture rouge, mais Chelsea n'était plus là, et la voiture non plus. Le souci, c'est que son récit, bon là comme ça, avec ce que je vous ai dit, on dirait que c'est super intéressant, mais en réalité, c'est bancal. Évidemment, la police, il se contente pas de sa version des faits, il lui pose plein de questions, et en fait, il donne plusieurs versions différentes, il y a des détails qui changent, il y a des trucs un peu bizarres, donc finalement, les policiers ne le croient pas. Ils ont l'habitude, ils voient qu'ils ont en face d'eux un gros mytho, et ils en arrivent même à se demander si cet homme ne serait pas celui qui a fait du mal à Chelsea. Surtout qu'il leur dit qu'au moment où il l'a prise dans ses bras, quand elle s'est reculée, il a remarqué qu'il avait du sang sur son t-shirt, donc que Chelsea était blessée, et il précise que le t-shirt a été lavé, qu'il n'est pas possible qu'il récupère l'ADN dessus. Mais là, les policiers, ils se disent que s'il a précisé qu'il avait eu du sang sur son t-shirt, c'est peut-être pour essayer de se donner une explication. Comme ça, si jamais un jour ils le soupçonnent et qu'ils arrivent à mettre la main sur ce t-shirt et à voir qu'il a du sang de Chelsea dessus, il dira « Bah oui, mais je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé ». Donc c'est plutôt intéressant et là, l'homme comprend qu'il est en train d'être soupçonné par la police parce que forcément, les questions se mettent à changer, ils se mettent à lui demander s'il l'a kidnappé, ce qu'il lui a fait. Et là, Arlen, il panique totalement et il avoue qu'en fait, il n'a jamais vu Chelsea. Il ne la connaît pas, il ne l'a pas croisée lors de cette soirée, il a juste entendu parler d'elle aux infos et il s'est dit qu'il allait venir donner son faux témoignage, histoire de passer pour un héros et qu'on parle de lui comme quelqu'un d'incroyable dans la presse, quelqu'un qui a aidé la police. Quelque temps plus tard, c'est une femme du nom de Kerry Carr, qui est âgée de 29 ans, qui arrive au poste de police en panique. Elle dit tout de suite aux policiers qu'elle sait qui a tué Chelsea et que cette personne n'est autre que son petit ami. Elle affirme que lors d'une dispute, il a sorti un couteau, il lui a dit que c'était avec ce couteau qu'il avait tué Chelsea et qu'elle n'avait pas intérêt à déconner, sinon la prochaine, c'était elle. Donc elle a vraiment eu peur pour sa vie et elle supplie les policiers de l'arrêter sur le champ. Elle leur dit « S'il vous plaît, je veux même pas que vous l'interrogiez, je veux pas que vous lui posiez des questions, mettez-le direct en prison. Parce que si vous le relâchez, c'est sûr, il va venir me tuer. En plus, j'ai des enfants, il va s'en prendre à mes enfants. » Enfin, elle a l'air vraiment stressée et sur le coup, les policiers la prennent au sérieux. Voilà, il n'y a pas de raison de douter de son témoignage et ils se disent que c'est hyper intéressant. Donc, ils vont tout de suite chercher son fameux copain et celui-ci, quand il arrive et qui comprend qu'il est là par rapport à Chelsea, sa première réaction, c'est de dire « Je suis sûre que c'est ma copine Kerry qui est venue vous raconter ça. »
Donc là, la police lui dit: «Ah bon?» Ils lui ont pas du tout dit que c'était Kerry qui leur avait dit, hein. Ils ont évidemment pas donné ce détail-là parce qu'ils voulaient pas qu'elle soit, en danger, mais lui, il a capté direct et il leur dit: «En fait, ce qui se passe, c'est que Kerry et moi, on a une relation qui est vraiment tumultueuse. On passe notre vie à se disputer et c'est sûr qu'elle est allée vous dire ça parce qu'elle essaie de se venger de moi et de m'envoyer en prison.» Donc là, la police convoque à nouveau Kerry, ils lui disent ce que son copain vient de dire et elle avoue. Elle dit que oui, effectivement, elle a menti, elle voulait l'envoyer en prison. Donc bien évidemment, Arline Bird et Kerry Carr sont tous les deux arrêtés pour avoir menti. Bon, avec tous ces faux témoignages, la police a perdu un temps fou. Chelsea est toujours portée disparue. Les fêtes de fin d'année se passent et la famille Bruck n'a toujours aucune nouvelle de Chelsea. Il faudra attendre mars 2015, soit 6 mois après les faits, pour qu'un indice important soit découvert. C'est une femme qui vit le long d'une route qui mène jusqu'à chez Big Mike. Donc c'est une route qui est empruntée par beaucoup de fêtards pour se rendre à cette fameuse soirée de Halloween, qui va retrouver quelque chose dans son jardin. En fait, régulièrement, enfin de temps en temps, elle fait un peu le ménage dans le fossé qui longe son terrain, puisqu'elle y retrouve souvent toutes sortes d'objets, donc des déchets, mais aussi parfois des autoradios, enfin des choses intéressantes. Et c'est vraiment un sujet de plaisanterie avec son mari. À chaque fois qu'il nettoie le terrain, après ils se disent: «Ah, t'as trouvé quoi cette année ?» Donc là, cette année-là, pareil, son mari rentre du travail, lui dit: «Alors, c'est quoi les trouvailles du jour ?» Et elle lui répond: «Rien de spécial. La seule chose qui était, on va dire, en bon état, c'était une chaussure de femme, mais c'est tout. J'ai tout mis à la poubelle.» Et là, son mari lui dit: «Attends, t'es sérieuse? T'as mis la chaussure à la poubelle, mais imagine que ce soit celle de Chelsea Bruck.» Et là, sa femme, elle lui dit: «Arrête, n'importe quoi.» Mais non, enfin, quand même, la police, ils ont fouillé partout, ils l'auraient retrouvée. Il lui dit: «Non, vraiment, je rigole pas. Va chercher la chaussure tout de suite, on appelle la police.» Bon, elle y croit pas, mais bon, son mari, il a l'air vraiment sérieux, donc inquiet. Elle appelle la police. Et la police prend en photo la chaussure, ils envoient immédiatement un email à la maman de Chelsea en lui disant: «Est-ce que vous reconnaissez cette chaussure ?» Et là, elle dit: «Oui, c'est la chaussure de Chelsea.» Alors la maman de Chelsea Bruck, il faut savoir qu'elle avait toujours gardé espoir jusque-là. Ça fait 6 mois qu'elle était persuadée que sa fille était en vie, qu'ils allaient la retrouver. Elle avait carrément le sourire, la joie de vivre. Sa fille avait disparu, mais quand je vous dis qu'elle était persuadée à 100% qu'elle était vivante, elle l'était. Même dans les médias, elle disait toujours: «C'est sûr, on va la retrouver, elle est en bonne santé, tout va bien.» Mais là, quand ils lui disent qu'ils ont retrouvé sa chaussure, il y a un gros changement. Son visage se durcit, se noircit. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son esprit. Elle a compris que finalement, Chelsea n'était peut-être pas en vie. Malheureusement, il n'y a pas d'ADN sur cette chaussure, donc la seule chose que ça nous dit, c'est que probablement il est arrivé quelque chose de grave à Chelsea, mais quelques semaines plus tard, il y a une nouvelle découverte qui est faite. Cette fois-ci, ce sont 2 jeunes hommes qui sont en train de chercher du métal à recycler, donc ils font un peu le tour des maisons abandonnées, et dans une d'entre elles, il y a un des 2 hommes qui voit ce qui ressemble à une fausse plante en plastique. Donc il s'en saisit, puis il montre à son ami, et son ami lui dit: «Mais non, mais c'est pas une plante, c'est un costume de Poison Ivy, et il est même plutôt cool.» Donc ils hésitent même à l'emmener, ils se disent: «Ouais, franchement, il est stylé.» Mais finalement, ils se disent qu'ils vont rien en faire, rien en tirer, donc ils le remettent au sol, et voilà, ils continuent à chercher du métal à recycler. Le temps passe, et puis quelques semaines plus tard, celui qui avait attrapé le costume qu'il avait trouvé en premier tombe sur une affiche de la disparition de Chelsea. Et là, il voit qu'elle portait ce costume-là lors de sa disparition. Donc il reconnaît immédiatement le costume, il sait pertinemment que c'est le même, mais en fait il se met à paniquer, à devenir parano, il se dit: «J'ai touché le costume. Donc là il y a mon ADN dessus, c'est sûr que s'il est retrouvé, on va m'accuser.» Donc il décide de ne rien dire. En plus, il est jeune, il a le même âge que Chelsea, donc il y a des chances qu'on croit qu'il était à cette soirée, etc. Donc vraiment, il a très très peur. Mais le truc, c'est que ça le hante. Toutes les nuits, il y pense. Il arrive carrément plus à dormir. Il se dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle à la police? Est-ce que je le fais pas?» Et puis un jour, il se décide à en parler à sa sœur, à se confier sur ce dilemme qui le tracasse. Et sa sœur se met à lui crier dessus. Elle lui dit: «Non mais t'es sérieux? Tu appelles immédiatement la police. Et si tu ne le fais pas, moi je vais le faire.» Donc bon, le garçon n'a plus le choix. Il s'exécute. Il appelle la police. La police arrive sur les lieux, il récupère le costume. Il y a également la perruque de Chelsea qui est retrouvée à proximité, et l'état du costume fait vraiment
froid dans le dos. Tout l'intérieur du costume, sur le devant ici, est imbibé de sang et il a été déchiré au niveau des bretelles ainsi qu'au niveau de l'entrejambe. On voit que ça a été déchiré violemment. Donc il retrouve de l'ADN sur ce costume, c'est ça surtout qui est hyper intéressant. C'est un ADN masculin, ce n'est pas du sperme, mais ce sont des traces de cellules de peau. Et elles partent pour analyse, mais bon, forcément, ça met un petit peu de temps, donc en attendant, la police continue son enquête. L'homme qui a découvert le costume, comme il le craignait, il est soupçonné par la police. Effectivement, les circonstances ne jouent pas trop en sa faveur, et en plus de ça, il trouve ça vraiment bizarre qu'il ait mis aussi longtemps à leur dire qu'il avait trouvé ce costume, mais ce qui va les intéresser encore plus, c'est que la maison abandonnée dans laquelle le costume a été retrouvé se trouve juste en face de chez Arline Bird. Il vit chez sa grand-mère, donc Arline Bird, rappelez-vous, c'est le gars qui soi-disant avait défendu Chelsea alors qu'elle se faisait agresser par deux hommes, puis qui ensuite a dit qu'il avait menti. Et en fait, sa grand-mère, donc chez qui il loge, se situe vraiment, mais quand je vous dis de l'autre côté de la rue, c'est vraiment en face, c'est-à-dire qu'il a vu sur ce bâtiment abandonné, donc c'est quand même une sacrée coïncidence, et forcément la police le convoque à nouveau. Donc cette fois-ci, Arline, il est quand même malin, il vient avec un avocat, et puis il dit que voilà, il a rien à voir là-dedans, c'est vraiment une coïncidence, mais il trouve ça lui-même bizarre que le costume soit retrouvé là, donc il en vient même à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de lui mettre un crime sur le dos, et le criminel aurait mis le costume là exprès pour le faire accuser tellement il trouve ça bizarre. Mais bon, les deux hommes sont relâchés, de toute façon on va avoir bientôt les résultats ADN, donc on saura si oui ou non ils sont impliqués. Mais avant même que les résultats ne tombent, un fermier fait une macabre découverte. En effet, celui-ci avait décidé de construire un nouveau bâtiment sur son terrain et pour cela, il avait fait appel forcément à des ouvriers et il y avait l'un d'entre eux qui était censé venir ce jour-là avec un camion rempli de terre pour déverser de la terre à l'endroit où il comptait construire le bâtiment. Et en fait, son camion reste bloqué. Donc, il appelle l'agriculteur à qui le terrain appartient en lui disant « Est-ce que vous pouvez venir m'aider? J'ai un problème avec mon camion. » Donc l'agriculteur s'exécute, il fait le tour du camion pour essayer de voir d'où vient le problème, quand il voit un squelette de femme au sol. Il est paniqué, il est terrifié, il appelle tout de suite la police. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la découverte du corps de Chelsea, c'est vraiment une chance incroyable parce qu'en fait, le camion, s'il n'était pas resté bloqué, il était sur le point de déverser de la terre partout là où se trouvait le corps de Chelsea. Donc en fait, elle aurait été enterrée à tout jamais. Parce que forcément, le gars qui est dans son camion, il voit pas ce qu'il y a au sol derrière, il renverse la terre et il se pose pas de questions. Donc là, en fait, c'est vraiment incroyable que son corps ait été découvert. Donc la police arrive. Bon, comme je vous ai dit, il est à l'état de squelette. Donc malheureusement, voilà. Ça fait trop de temps, donc c'est pas de très bonnes nouvelles parce que les résultats d'autopsie vont être un peu biaisés. Il y a forcément plus de résultats quand le corps est récent. Mais en tout cas, la police est persuadée tout de suite qu'il s'agit de Chelsea. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une tonne de filles qui ont disparu dans les environs. En plus de ça, on voit ses cheveux blonds. C'est à peu près la même taille que Chelsea. C'est pas très très loin du lieu de la fête. Donc malheureusement, ils savent que c'est Chelsea et ils décident de prévenir sa famille avant qu'ils l'apprennent par les médias parce que c'est une affaire qui a été tellement médiatisée. Ils savent que s'ils attendent l'identification, ils vont l'apprendre à la télé et voilà, c'est pas la meilleure façon d'apprendre ça. Donc ils vont immédiatement voir les parents de Chelsea pour leur dire que malheureusement, ils viennent de retrouver un corps qui semble être celui de Chelsea. Et le corps sera identifié, c'est bien celui de Chelsea. Le reste du costume de Chelsea sera retrouvé également pas très loin du corps, puisqu'ensuite la police va faire quelques recherches et ils découvrent la deuxième chaussure, une paire de collants et un body, donc c'était ce que portait Chelsea lors de cette soirée. Finalement, les résultats ADN finissent par tomber et l'ADN appartient à un homme qui n'est pas du tout connu des services de police. Vous savez, ils rentrent l'ADN dans un fichier, puis ça leur sort directement si ça correspond à quelqu'un, et là, ça correspond à personne. Donc c'est pas quelqu'un qui a déjà fait de la prison. Mais les résultats ADN sont quand même intéressants, puisque la police va se mettre à tester tout le monde. Donc ils vont demander à toutes les personnes qui étaient présentes à cette soirée de donner leur ADN. Ils vont aussi comme ça pouvoir innocenter Arline Bird ainsi que le gars qui a trouvé le costume, puisque tous les deux vont accepter de donner leur ADN
et ça ne correspond pas. Et finalement, il n'y a qu'une seule personne qui refuse encore une fois de donner son ADN. Je vous le donne en 1000, Big Mike. Donc bon, il avait juste pas envie de donner son ADN, il apprécie pas le fait que son ADN soit gardé dans des fichiers, mais forcément ça a encore pas plu à la police qui a décidé de le garder comme suspect jusqu'au bout. Le 18 juillet 2016, le laboratoire appelle la police et ils leur disent qu'ils ont une incroyable nouvelle. L'ADN a enfin matché. Il correspond à celui d'un homme qui vient d'être arrêté pour un bête vol de sac à dos et la loi vient de changer, donc c'est vraiment très récent que la police ait le droit de récupérer l'ADN de quelqu'un pour juste un vol. Avant, il fallait vraiment que la personne ait fait quelque chose de très grave, donc là encore, c'est vraiment une chance que son ADN ait été pris, puisque on découvre que c'est lui qui a fait du mal à Chelsea et cet homme n'avait jamais été soupçonné par la police. C'est assez dingue, il a jamais été interrogé, il a jamais été sur leur liste de suspects et il s'appelle Daniel Clay. Daniel, c'est un gars de Monroe County, il y a passé toute sa vie et c'est un gars qui a pas eu beaucoup de chance dans la vie puisque déjà il est né en prison, sa mère était en prison et elle a décidé de l'abandonner immédiatement. Donc il a été adopté par une famille, mais alors qu'il n'était âgé que de 5 ans, ses parents adoptifs ont divorcé et il est resté vivre avec uniquement son papa. Or, son papa est décédé alors qu'il n'avait que 17 ans. Donc, il s'est retrouvé orphelin à l'âge de 17 ans, abandonné une nouvelle fois par sa maman. Et il est tombé dans la drogue, dans la délinquance. Il s'est mis à faire pas mal de petites bêtises. Et on va dire qu'il a baissé les bras. C'est un gars qui n'a pas vraiment cherché à s'en sortir. Il enchaîne les boulots, mais il reste jamais plus de quelques mois. Il a du mal à garder un travail. Il est SDF également. Il loge, on va dire, chez des amis. Il squatte sur des canapés. Ou alors, il se met en couple avec des filles ou il couche avec des filles juste pour pouvoir dormir chez elles au chaud. Enfin, vraiment, il a une vie assez instable, assez triste. Bon, au niveau de ses soucis avec la justice, rien de très grave, rien de violent, c'est plutôt des choses comme possession de drogue, obstruction à la justice et surtout non-versement de pension alimentaire. Ça, il y a le droit quasiment tous les mois parce qu'il a mis enceinte une fille avec qui il avait une brève aventure. C'était pas une fille avec qui il envisageait quelque chose de sérieux. Donc ça l'embête un peu de payer cette pension alimentaire pour être honnête et il décide la plupart du temps de tout simplement ne pas la verser. Donc à chaque fois, la mère de cet enfant va porter plainte et au moment des faits, il est carrément recherché pour ça puisqu'elle a porté une nouvelle fois plainte. Les policiers, en voyant que justement il est recherché et qu'il doit être arrêté pour ce non-versement de pension alimentaire, ils se disent que ça tombe bien, comme ça ils vont pouvoir lui faire croire qu'il l'arrête juste pour ça et puis voir comment il réagit. Donc ils se rendent chez lui, il vit chez sa copine, il est en couple à ce moment-là. Sa copine est au courant d'absolument rien, elle sait pas du tout qu'il s'est passé quelque chose lors de cette soirée. Elle tombe des nues quand elle voit que la police vient l'arrêter et en fait il toque à la porte. Pas de réponse. Ils toquent à nouveau. Pas de réponse. Et là, ils entendent bam, la porte de derrière qui claque. Et en fait, Daniel a tenté de s'enfuir. Bon, heureusement, ils avaient fait les choses bien. Ils étaient venus avec plein d'enquêteurs qui encerclaient la maison. Donc Daniel est quand même arrêté. Et il est emmené au poste de police pour être interrogé. Bon, avant de vous parler de son interrogatoire, un détail qui est très important, les résultats de l'autopsie de Chelsea sont tombés et la cause de la mort a été déterminée. Elle est morte à cause de plusieurs coups extrêmement violents portés à son visage. Elle a carrément l'os de la mâchoire cassé en deux ici, à ce niveau-là. Elle a les orbites fracturées et il lui manque également des dents. Bon, au début de l'interrogatoire, la police pose des petites questions comme ça, tranquilles à Daniel, histoire de le mettre en confiance. Ils discutent tranquillement avec lui de sa vie, puis ils en viennent à parler de cette fameuse soirée de Halloween, encore une fois, comme si de rien n'était, comme si ça faisait juste partie d'une petite discussion comme ça. Tiens, est-ce que tu étais à cette soirée? Est-ce que tu connais Chelsea? Et il répond que non, il ne connaît pas du tout Chelsea, il ne l'a jamais vue. Par contre, oui, il s'est rendu à cette soirée, il s'y est rendu seul et il n'y est pas resté longtemps. Il voulait juste y faire un petit tour comme ça. Il est rentré chez lui à 22h. Donc là, les policiers savent qu'il ment puisqu'ils ont retrouvé son ADN sur le costume de Chelsea.
Donc il a forcément eu une interaction avec Chelsea ce soir-là. Donc là, il le laisse un peu raconter sa version des faits, puis il lâche la bombe. Donc là, Daniel, forcément, il est obligé de changer de version et il leur dit que oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un rapport sexuel avec une fille lors de cette soirée. Faut savoir que dans tout l'interrogatoire, il a essayé de se faire passer pour une espèce de tombeur en expliquant que voilà, il a des nouvelles copines tous les soirs limite. Et donc il leur explique que oui, Chelsea, elle a voulu coucher avec lui. Bon, il savait pas que c'était Chelsea à ce moment-là, il s'en rappelait pas du tout, mais bon, vu qu'il y a son ADN sur son costume, c'est sûrement que c'est avec elle qu'il a couché. Après le rapport sexuel, chacun est reparti de son côté, voilà, rien de spécial. Bon, forcément, les policiers creusent, ils lui posent plein de questions, mais Daniel reste sur cette version des faits. Donc là, il y a un policier qui se dit que pour essayer de le faire parler, il a une idée. Et il lui dit que Chelsea a la maladie des os de verre. Alors, c'est complètement faux, hein, elle n'a pas cette maladie, mais Daniel y croit. Et en fait, quand le policier lui dit ça, il se dit « Ok, super, je vais pouvoir donner une explication ». Et il dit au policier « Ah oui, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, elle est morte devant moi, mais c'était un accident. » Donc, ce qu'il explique, c'est que il a eu ce fameux rapport sexuel avec elle lors de la soirée, puis ensuite ils se sont revus un peu plus tard dans la soirée, et là, Chelsea lui a dit qu'elle avait besoin de rentrer chez elle, donc il lui a proposé de monter dans sa voiture, et sur la route, elle était encore en train de lui demander d'avoir un rapport avec elle, donc ils se sont arrêtés dans un endroit isolé pour avoir de nouveau des rapports à l'arrière de la voiture, mais il dit que cette fois-ci, Chelsea, elle était complètement différente, elle était vraiment coquine, elle lui a dit qu'elle aimait le sexe violent, elle s'est mise à le mordre, à lui mettre des claques, à le supplier de l'étrangler, et lui il s'est dit allez ok, pas de souci, il s'est mis à l'étrangler, mais il dit que il a l'habitude de ce genre de rapport avec les femmes, qui sait qu'il faut y aller doucement, donc il n'était pas réellement en train d'appuyer sur son cou, il faisait semblant de l'étrangler, mais que d'un coup pendant ce rapport, Chelsea s'est évanouie, et quand il a vérifié son pouls, il a vu que son cœur ne battait plus. Donc il dit que là, il était en grosse panique, il s'est dit « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc il a tenté un massage cardiaque, mais rien à faire. Et là, étant donné qu'il était complètement défoncé, bourré, il s'est dit que la seule solution, c'était de cacher le corps, parce que sinon il allait être accusé de meurtre. Donc il a attrapé le corps de Chelsea, il l'a balancé sur la propriété du fameux agriculteur qui l'a retrouvé là, et il a caché le corps avec des branchages, des cailloux, des bûches, enfin il a mis plein de choses sur le corps pour ne pas qu'on le voie. Bon, bien évidemment, cette version-là, elle ne convainc pas totalement les enquêteurs, mais Daniel reste vraiment sur cette version-là, il ne donne pas d'autres informations, donc ils se disent que ça suffit de toute façon pour l'envoyer en prison en attente d'un procès et le faire condamner pour meurtre. Donc ils décident de l'envoyer au tribunal pour meurtre ouvert. Donc il y avait déjà eu ça dans une autre affaire que j'avais traitée. Meurtre ouvert, c'est en gros les policiers décident de ne pas se prononcer sur le type de meurtre dont il s'agit. Donc c'est meurtre avec préméditation, meurtre sans préméditation, homicide involontaire, enfin vous voyez. Et finalement c'est le tribunal qui va devoir décider du type de meurtre dont il s'agit. Le procès de Daniel Clay débute le 8 mai 2017 et il plaide non coupable puisqu'il reste sur cette version de l'homicide involontaire à cause d'une asphyxie érotique. Alors autant dans beaucoup de procès, j'ai l'impression que la défense est assez farfelue, qu'elle est tirée par les cheveux ou en tout cas totalement inefficace. Autant là, je trouve que les avocats de Daniel ont fait un super boulot. Franchement, ils l'ont vraiment bien défendu, vous allez voir. Et ils étaient tellement sûrs de leur défense que quand on a proposé un deal à Daniel en lui proposant de prendre 35 ans de prison et en échange il plaide coupable, il a refusé. Il a refusé le deal, il a préféré tenter le tout pour le tout, aller au tribunal et défendre son innocence. On va commencer par le point le plus important, c'est la cause de la mort, puisque comme je vous l'ai dit, l'autopsie a déterminé que Chelsea était morte suite à des coups violents portés au visage. Or, Daniel lui dit que c'est faux et qu'il a étranglé Chelsea, qu'elle est morte par accident suite à cet étranglement. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, la défense donc, de Daniel a réussi à trouver un expert qui vient contredire les résultats d'autopsie. En effet, il dit que les blessures au visage, les fractures qu'elle a au niveau de son crâne ont totalement pu être causées
post-mortem. Donc en fait, Daniel, ce qu'il va dire, c'est que effectivement, il était complètement bourré. Donc quand il a transporté le corps de Chelsea pour aller le cacher, il a fait tomber le corps plusieurs fois. Il a tapé sa tête dans la portière sans faire exprès. Enfin, voilà. Il explique aussi que quand il a lancé des choses sur le corps pour le cacher, il a lancé des bûches assez grosses. Et en fait, cet expert-là qu'ils ont ramené va dire que oui, effectivement, tout ce que décrit Daniel peut expliquer les fractures au niveau du visage de Chelsea. Donc finalement, ce ne serait pas ça la cause de la mort et ça pourrait être une asphyxie érotique. Donc là, on a le médecin expert qui a été ramené par l'accusation qui dit qu'il n'est pas d'accord avec cette histoire d'asphyxie érotique puisque Daniel a dit qu'il n'avait pas étranglé Chelsea plus de 20-30 secondes. Or, ce médecin dit c'est impossible pour étrangler quelqu'un à mort. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Il faut on va dire, 2-3 minutes minimum. Donc ça lui semble impossible. Mais là, on a le médecin qui a été ramené par la défense qui va encore une fois aller à l'encontre de cette théorie et dire que finalement, c'est possible d'étrangler quelqu'un de manière plus rapide quand cette personne est alcoolisée, ce qui était le cas de Chelsea. En ce qui concerne le costume déchiré de Chelsea, Daniel affirme que c'est elle-même qui l'a retiré dans l'action. Elle s'est dépêchée de le déchirer pour avoir un rapport sexuel avec lui. Or, il y a un expert, encore une fois, qui est appelé au tribunal et qui dit que ce n'est pas possible puisque la façon dont le costume a été déchiré fait que c'est forcément quelqu'un d'autre qui l'a déchiré. Parce qu'en fait, les bretelles, elles ont été tournées comme ça et tirées. Donc Chelsea, elle n'a pas pu comme ça tourner au niveau de ses épaules. Enfin, ça n'a aucun sens. Elle aurait juste tiré comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus de ça, ce que les avocats de la famille de Chelsea vont avancer, c'est que Chelsea a passé tellement de temps sur son costume, elle l'aurait pas détruit comme ça juste pour une bête relation sexuelle. C'est sûr qu'elle y tenait à son costume et qu'elle y aurait fait attention, donc ça n'a aucun sens. Forcément, on va aussi demander à Daniel pourquoi est-ce qu'il a pas appelé le 911, puisqu'il dit qu'il a fait un massage cardiaque à Chelsea, donc en voyant que ce massage cardiaque n'était pas efficace, pourquoi ne pas avoir appelé les secours ? Et il répond tout simplement que son téléphone n'avait plus de batterie. Donc il a vraiment réponse à tout, mais ensuite on lui répond « Oui, mais dans ces cas-là, c'était possible de l'amener dans un hôpital. » Et là, il répond qu'il était tellement défoncé, tellement bourré qu'il pensait pas de manière rationnelle et qu'il y a tout simplement pas pensé. Au final, la théorie de l'accusation, puisque Daniel il est resté sur cette version-là tout le temps, il a jamais vraiment dit la vérité. Donc la théorie de l'accusation, c'est que Chelsea connaissait un peu Daniel, puisque Daniel était l'ex d'une collègue de boulot à elle. Donc elle l'avait déjà vu. Donc étant donné que Chelsea dans cette soirée, elle était désespérée, elle voulait trouver quelqu'un qui la ramène chez elle, elle a dû tomber sur Daniel. Daniel lui a proposé de la ramener, puis vu qu'elle était désespérée et qu'en plus de ça, elle le connaissait un peu, elle a dû se dire « Ok, pas de souci, il va me ramener chez moi, super ». Elle est montée volontairement en voiture avec lui. Il pense qu'ensuite, lors du trajet, Daniel a dû lui faire des avances que Chelsea a rejetées. Et c'est là qu'il a dû s'arrêter au milieu de nulle part pour l'agresser et la violer. On sait qu'en plus, il l'a frappée avant de la déshabiller, puisque si vous vous souvenez, elle avait du sang à l'intérieur de son costume. Et on voyait qu'elle avait saigné abondamment. Donc ça correspond finalement aux blessures, aux fractures qu'elle avait au niveau du visage. Donc il a dû la frapper et ensuite lui arracher son costume et la violer. Donc on ne sait pas au final si Chelsea était vivante au moment où il l'a violée. Daniel a eu beau se confondre en excuses, dire qu'il regrettait amèrement ce qui s'était passé lors de cette soirée et garder son calme. Il avait vraiment un calme incroyable pendant tout le procès, à tel point que vraiment même l'accusation a dit que c'était fou, ils avaient vraiment l'impression de parler à un innocent, mais ça n'a pas suffi à convaincre les jurés puisqu'ils ont reconnu Daniel coupable de meurtre avec préméditation, de viol et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et pour ça, il a écopé d'une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la défense de Daniel, elle était tellement bonne, je suis pas la seule à le penser, vraiment, même les avocats de la famille de Chelsea, les proches de Chelsea, ils ont tous trouvé que sa défense était bonne, à tel point qu'à la fin, ils se sont dit, les jurés, ils vont mettre longtemps à se décider, on n'aura pas de verdict avant quelques jours, et en fait, ça a été hyper rapide. Donc on sait pas pourquoi, mais les jurés, eux, ils ont été convaincus de sa culpabilité très rapidement. Moment fort du procès, la maman de Chelsea a tenu à s'adresser directement à Daniel. Et sa maman, c'est une femme tellement forte, tellement impressionnante. Je vous ai dit qu'elle était très croyante et elle a décidé de dire à Daniel qu'elle lui pardonnait, mais qu'elle n'oubliait pas,
qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il a fait à Chelsea, mais qu'elle choisissait, pour vivre en paix avec elle-même et avec tout ce qui s'était passé, de lui pardonner. Et ensuite, elle lui a offert une Bible et elle lui a dit que tout ce qu'elle espérait pour lui, c'était qu'il lise cette Bible et qu'il trouve Jésus pendant son séjour en prison. Peu de temps avant d'avoir tué Chelsea, Daniel avait agressé une autre jeune femme. Il l'avait agressée sexuellement, cette jeune femme a porté plainte et Daniel a également été condamné pour ça. Donc en fait, les policiers ont dit que si Daniel n'avait pas été arrêté, ils sont persuadés qu'il aurait continué à agresser des femmes, voire même à les tuer. Daniel Clay a fait appel de sa condamnation, toujours en disant qu'il s'agissait d'une erreur, que la mort de Chelsea c'était un homicide involontaire, qu'il n'avait rien fait exprès, qu'il s'agissait d'une asphyxie érotique qui a mal tourné. Et ce qui est intéressant lors de cette demande d'appel, c'est que ça a permis d'examiner plus en détail cette histoire de blessure au visage. Donc en fait, on a demandé à Daniel d'expliquer précisément comment il disait que ça s'était produit. Et donc il explique que pour la fracture donc de la mâchoire, il portait Chelsea sur son dos et il l'a fait tomber à plusieurs reprises. Donc il y a des moments où elle est tombée sur le visage et ça a dû lui casser la mâchoire. Au niveau des fractures aux orbites, il explique que c'est le moment où il a jeté des bûches sur le corps que les bûches ont dû lui fracturer les orbites. Donc ça va être examiné en détail par plusieurs experts. Le premier expert qui s'exprime explique qu'effectivement les fractures ont pu arriver post-mortem. Ce n'est pas nécessairement à 100% sûr que c'est la cause de la mort, même si les blessures sont assez graves pour avoir pu causer la mort de Chelsea. Mais ce qu'il va dire, c'est que la façon dont Daniel explique les choses, ce n'est pas du tout convaincant. En fait, si effectivement Chelsea était tombée de toute la hauteur de Daniel jusqu'à par terre sur le visage, eh bien la première chose à se casser, ça aurait été son nez. Surtout qu'il dit qu'il l'a fait tomber 5-6 fois. Le nez, c'est la première chose à se casser. Ça sort du visage, c'est beaucoup plus fragile que la mâchoire, donc cet expert-là n'y croit pas du tout. Ensuite, quand on parle des orbites, donc fracturées soi-disant par des bûches, là encore la même chose, l'expert explique que ce n'est pas possible, enfin en tout cas que c'est très peu probable, puisque même si effectivement les bûches avaient pu lui fracturer les orbites, il y a quand même assez peu de chances que les bûches soient toutes tombées pile au niveau des orbites et qu'il n'y en ait pas qui soient tombées là encore sur le nez ou en tout cas en travers du visage. Donc là encore le nez n'aurait pas été retrouvé intact, donc ça lui semble impossible. Les autres experts sont d'accord avec ça, mais il y a un des experts qui va même aller encore plus loin en disant que selon lui, c'est même impossible qu'elle se soit fracturée la mâchoire en tombant de la hauteur de Daniel, puisque l'endroit où la fracture a été retrouvée, c'est un des endroits les mieux protégés du visage. Donc il trouve ça impossible que juste en tombant de la hauteur de Daniel, cet endroit-là se fracture. Il a également tenté de se défendre en disant que finalement c'était pas vraiment de sa faute ce qui s'était passé parce qu'il était bourré et drogué, mais on lui a répondu que selon la loi, eh bien ce n'était pas considéré comme une circonstance atténuante. Il a aussi essayé de se débarrasser des accusations de viol en disant que comme il n'y avait pas de preuve que Chelsea était vivante au moment où ça s'est produit, eh bien, ce n'était pas réellement un viol. Mais là encore, on lui a répondu que c'est lui-même qui a dit qu'elle était vivante au moment où ils ont eu un rapport. Il a également tenté de faire supprimer la preuve ADN ainsi que sa confession en jouant sur des failles administratives. Et pour finir, il a également dit que le procès n'aurait pas dû avoir lieu dans le tribunal où il a eu lieu à cause de la trop grande couverture médiatique de cette affaire. Donc tout ça a été réfuté, on lui a dit que ça ne suffisait pas à justifier la tenue d'un nouveau procès, donc son appel a été rejeté. La fameuse soirée de Halloween de Big Mike a continué à avoir lieu les années suivantes, mais cette fois, il les a organisées dans une boîte de nuit avec un contrôle des entrées, donc la sécurité a été largement renforcée. Et Big Mike dit que même après le procès, même après que Daniel Clay ait été reconnu coupable, il y a toujours des gens qui pensent qu'il a quelque chose à voir avec la mort de Chelsea. À tel point qu'il entend des gens sur son passage dire « Oh non, c'est celui qui a organisé la soirée, faut pas aller lui parler ». Enfin, vraiment, il y a encore plein de rumeurs sur lui. Quant à Penny et Becky, donc les deux amies de Chelsea qui ont
abandonné Chelsea lors de cette soirée, elles se sont beaucoup investies lors des recherches et elles affirment qu'elles pensent à Chelsea tous les jours, que l'avoir abandonné c'est le plus gros regret de leur vie. Et s'il y a bien une leçon qu'on puisse tirer de cette vidéo, c'est bien évidemment de ne jamais abandonner ses amis lors d'une soirée. C'est tout pour cette histoire. Je vous rappelle que si vous voulez faire des économies grâce à eBay Club, il vous suffit de cliquer sur mon lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé et vous aurez directement 6 € qui seront ajoutés à votre cagnotte. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.